5 sur 5. D'accord, merci. Ok. Dans un monde où les décisions économiques rythment non seulement nos trajectoires individuelles, mais aussi celles des organisations et des sociétés, il est crucial de comprendre les mécanismes sous-jacents qui influencent la prise de décision financière. Ne repose pas uniquement sur des analyses rationnelles ou des calculs précis. Bien au contraire, elle est souvent influencée par des facteurs psychologiques tels que nos émotions, nos biais cognitifs et nos perceptions des risques. Comprendre cette dynamique, c'est non seulement mieux gérer ses économiques dans un environnement en constante évolution. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir un expert éminent en la matière, M. Makadi Etienne Akilas, qui est doctorant en psychologie et enseignant-chercheur associé à l'École normale supérieure de Maroua au Cameroun. Grâce à ses recherches approfondies et à son expérience académique, il nous guidera dans une exploration détaillée de ce sujet, en mettant en lumière des clés pratiques et théoriques pour naviguer dans cet univers complexe. Je suis Bright Abouka, votre animateur pour cette session. Mon rôle sera de faciliter nos échanges, de veiller à ce que chacun reparte enrichi et surtout de mettre en valeur des réflexions que nous partagerons au cours de cette masterclass. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, permettez-moi d'inviter M. Makadi Etienne Akilas à prendre la parole et à ouvrir cette session en silence. Merci, bonne suite. Monsieur Akilas, vous avez la parole. Ok, merci Monsieur Bright pour la parole donnée. Sans faillir au Allô? Allô. S'il vous plaît, levez. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Akilas, c'est... Oui. Vous avez la parole, Monsieur Akilas. Ok, merci Monsieur Bright pour la parole donnée. Sans faillir au sacro-saint principe théologal, permettez-moi de dire bon après-midi à l'assistance. Et pour honorer à la coutume occidentale, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Makadi Etienne Akilas, écrivain, doctorant en psychologie et enseignant-chercheur à l'université de Maroua, plus précisément à l'école normale. Et dans mes recherches, je m'intéresse plus particulièrement à la programmation neurolinguistique, la PNL, qui est un entraînement mental qui favorise la transformation des pensées négatives en pensées positives. À travers mes recherches et les ouvrages que j'ai publiés, je mets la psychologie au service de la résolution des problèmes quotidiens de notre société. Et pour le cas de ce masterclass, notre organisme a identifié à travers ses coordonnateurs, notamment M. Bright, une thématique intéressante qui pourrait aider les entrepreneurs que nous sommes à mieux mener nos différentes activités. Raison pour laquelle ils m'ont convié pour animer ce masterclass sur le thème « La psychologie de la prise des décisions financières ». D'entrée de jeu, mesdames, messieurs, il faut noter que la prise de décision financière est un processus complexe influencé par d'énormes facteurs, parmi lesquels nous avons des déterminants psychologiques, émotionnels et cognitifs. Comprendre ces éléments peut aider les entrepreneurs à prendre des décisions plus éclairées et efficaces afin que ces derniers puissent réaliser de manière efficiente leurs différentes activités. À ce propos, l'Organisation des Nations Unies
pour la migration et aussi l'Organisation mondiale pour le commerce a réalisé une étude en 2021 et qui a démontré que 70% des décisions financières sont influencées par des biais cognitifs. Et je ne vous apprends rien. Dans le mandat de 2016-2020, le président américain Donald Trump, lorsqu'il a pris le pouvoir sous le slogan Make America Great Again, c'est-à-dire redonner la grandeur aux États-Unis, dans son mandat, il a trouvé que pour redonner la grandeur des États-Unis en tant qu'entrepreneur qu'il est, en tant qu'homme d'affaires qu'il est, il fallait qu'il réunisse un certain nombre de facteurs, raison pour laquelle dans son giron, dans son lobbying, 60% des personnes qui l'entouraient étaient des psychologues, c'est-à-dire il a recruté des psychologues pour mieux l'aider à canaliser la mentalité des Américains, pour mieux aider à comprendre la psychologie des Américains afin de mieux diriger le monde. C'est pour cela que vous allez remarquer que Donald Trump, tout au long de son mandat, il n'était pas trop concentré dans les guerres et autres, mais il était davantage concentré dans la compréhension de la psychologie des individus, la compréhension de la psychologie du monde et des consommateurs, afin de mieux imposer l'hégémonie américaine. Donc cette stratégie montre à quel point le volet psychologique est indispensable dans toute activité entrepreneuriale que nous devons impulser. Et vous allez voir toutes les grandes filiales du monde s'entourent des psychologues, que ce soit Facebook, que ce soit Elon Musk et autres. Vous allez voir qu'ils ont des psychologues qui cherchent à capter la psychologie des consommateurs afin de mieux les dompter, afin de mieux les comprendre pour les satisfaire et imposer leur figure de marque. Ok, maintenant aujourd'hui, si nous sommes entrepreneurs, il est important de se doter de ces équipements psychologiques afin de mieux éclairer nos décisions financières. Et pour cela, mon exposé de cet après-midi sera relativement court et sera articulé autour de 3 aspects majeurs. Dans un premier temps, nous allons en grand 1 identifier les biais cognitifs dans la prise de décision financière. Et dans ces biais cognitifs-là, nous allons davantage chercher à comprendre quels sont les aspects liés au mental, liés aux compétences qui peuvent perturber la prise de décision financière chez un individu ou favoriser la prise de décision financière. Maintenant, en grand 2, nous allons voir l'impact des émotions sur les décisions financières. Et sur ce point, nous allons davantage voir comment est-ce que nos sentiments, nos affects peuvent soit favoriser ou dégrader nos activités en rapport avec la prise de décision financière. Maintenant, enfin, en grand 3, nous allons ensemble découvrir quelques stratégies pratiques pour améliorer la décision financière en tant qu'entrepreneur. Voilà planter le décor des 3 points majeurs que nous allons ensemble développer tout au long de ce webinaire. Ok, maintenant parlant du premier point, sur les biais cognitifs dans la prise de décision financière, il est important de relever que les biais cognitifs sont des erreurs systématiques dans le raisonnement qui affectent nos jugements et décisions. Et pour ce qui est de ces différents biais cognitifs, il en existe plusieurs. Mais dans le cadre de ce masterclass, nous nous sommes évertués à davantage nous appesantir sur juste 3 biais cognitifs ou bien 3 biais mentaux qui peuvent influencer la prise de décision financière. Il s'agit en premier lieu du biais d'ancrage. En effet, mesdames, messieurs, chers participants à ce masterclass, les individus ont tendance à se fier trop à la première information qu'ils reçoivent. Donc le plus souvent, lorsqu'un individu reçoit une information, soit par la publicité ou bien soit par les personnes tierces, sur une affaire quelconque, à travers le biais d'ancrage, l'individu a tendance à faire confiance de manière aveuglée et de manière non raisonnée à ce qui lui est proposé. Et à cet effet, une étude a été menée par Tversky et Kahneman en 1974 où ils ont démontré que
lorsqu'un entrepreneur reçoit une proposition d'affaires qui a reçu beaucoup de publicité et d'approbation, il a tendance à y croire de manière automatique. Et pour prendre une illustration ou un exemple de manière concrète, je vais revenir sur le cas de l'Afrique centrale, notamment ici au Cameroun. Il y a eu des cas pareils sur des projets où les entrepreneurs se sont engagés et à la fin ils se sont rendus compte que c'était des arnaques à l'investissement. Il s'agit entre autres des pyramides de Ponzi telles que QNet, Milda et Lieb Limal. Donc, au fait, ce sont des projets que des individus relancent. Et autour de ces projets-là, ils font beaucoup de tapage, beaucoup de publicité dans la télé, dans les réseaux sociaux et même à travers les affiches dans les villes. Maintenant, lorsqu'ils font ce genre de tapage, et ils utilisent également des réseaux basés sur le capital social. Du genre, ils peuvent, à travers leurs membres, ils demandent à chaque membre de convaincre soit son ami, soit un membre de sa famille. Et maintenant, quand un membre de ta famille ou ton ami intime te propose une affaire où il y a eu beaucoup de tapage, où on te dit que bon, tu vas miser 100 000 francs, et lorsque tu mises 100 000 francs chaque mois, tu auras un bénéfice de 50 000 francs. Maintenant, lorsque c'est l'un des membres de ton capital social qui te le propose, tu as tendance à y croire facilement. Et là, ça entre dans ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Et cela ne te donne pas la possibilité d'éprouver le projet en tant que tel. Et tu y crois simplement à travers les informations qu'on te délivre. Ok, maintenant le deuxième biais cognitif sur lequel nous devions nous appesantir dans ce masterclass est le biais de confirmation. En effet, mesdames, messieurs, ce biais pousse les individus à rechercher ou à interpréter les informations de manière qui confirme leurs croyances préexistantes. Et il faut dire que le biais de confirmation ne peut pas forcément être positif, ça peut également être négatif. Donc du genre, on peut avoir des illustrations telles que, le plus souvent, on a des croyances en nous. Du genre, quand on te parle d'un truc qui a été fabriqué en Chine, les croyances, on a tendance à croire que tout ce qui est fabriqué en Chine, ce sont des choses qui sont fausses. Ou bien, lorsque tu es par exemple en Europe, et on parle d'un truc qui vient de l'Afrique, on a l'impression que tout ce qui vient de l'Afrique est quelque chose de faux. Ou dans un autre point, par rapport au biais de confirmation basé sur les croyances préexistantes, on peut avoir du genre un truc qui vient des États-Unis ou bien qui vient de l'Europe. Et le plus souvent, en tant qu'Africain, on a l'impression que tout ce qui vient de l'Occident est original. Et à travers le biais de confirmation, on peut facilement nous berner. Donc lorsqu'on nous propose une affaire, et on nous dit que bon, les investisseurs se trouvent aux États-Unis d'Amérique ou que le produit qu'on va recevoir vient de l'Europe, on a tendance à y croire de manière aveuglée et cela peut nous conduire à des conséquences très graves. Ok, maintenant le dernier biais cognitif et le troisième et le dernier biais cognitif que nous devrions aborder dans ce masterclass est le biais de la surconfiance. En effet, mesdames, messieurs, les entrepreneurs peuvent surestimer leurs compétences ou leurs connaissances du marché, ce qui peut conduire à des investissements très très risqués. Une étude réalisée par l'Organisation mondiale du commerce a réalisé que près de 60% des investisseurs individuels croient avoir eu un meilleur rendement que sur le marché global. Et pour ce qui est de ce biais de surconfiance, il faut noter que le plus souvent, c'est lorsqu'on pense être expert d'un domaine qu'on peut facilement être floué. On peut prendre des exemples. Si on entre dans le marché de l'automobile, par exemple les voitures, je peux dire que bon, moi je suis un expert dans le domaine des voitures. Et étant expert, moi je m'intéresse davantage peut-être à la carrosserie et à l'état du moteur. Maintenant, lorsqu'on me présente une carrosserie qui est neuve et un moteur qui ronfle bien, je peux facilement y croire. Et maintenant, y croyant plus facilement, on peut dissimuler des éléments que je ne vais pas chercher à vérifier, étant donné que je suis un expert. Parce que le plus souvent, lorsqu'on se prend comme expert, on ne prend pas le temps de bien vérifier les choses parce qu'on se dit qu'on maîtrise tout.
Et lorsqu'on maîtrise tout, on peut facilement nous berner à travers le biais de surconfiance. Donc, nos compétences, nos savoirs et nos savoir-être par rapport à un domaine ou à un objet entrepreneurial particulier peuvent nous flouer au point de tomber en berne dans nos affaires. Voilà présenté de manière brève les 3 types de biais cognitifs que nous avons à explorer dans le cadre de la première partie de notre exposé. Il s'agissait entre autres du biais d'ancrage, du biais de confirmation et du biais de surconfiance. Ok, maintenant, étant donné que nous avons déjà découvert ce qui peut influencer nos affaires ou nos décisions financières sur le plan cognitif, sur le plan mental ou sur le plan des pensées, il est important de toucher le deuxième aspect de notre exposé, de notre masterclass sur l'impact des émotions sur les décisions financières. Ok, ayant déjà maîtrisé ce que le mental peut avoir sur nous en tant qu'entrepreneurs, il est important de relever que les émotions jouent également un rôle crucial dans la prise de décisions financières. Des recherches prouvent que les émotions telles que la peur, l'euphorie peuvent influencer considérablement le comportement financier d'un individu. Raison pour laquelle, dans le cadre de cette partie consacrée à l'impact des émotions sur les décisions financières, nous allons de manière très concrète nous baser sur 2 aspects importants. Le premier aspect, c'est d'abord l'effet de l'euphorie dans la prise de décision financière. Comment est-ce que l'euphorie peut nous influencer soit négativement, soit positivement à adhérer ou à nous désengager dans une affaire entrepreneuriale. En 2, nous allons aussi voir l'effet de la peur dans la prise de décision financière ou dans la prise de décision entrepreneuriale de manière générale. Ok, maintenant, pour ce qui est de l'euphorie, mesdames, messieurs, notons que pendant les périodes de marché haussier, les investisseurs peuvent devenir trop optimistes et prendre des décisions risquées excessives. Par exemple, durant la bulle Internet, à la fin des années 1990, beaucoup d'investisseurs ont investi massivement dans des actions technologiques sans tenir compte des fondamentaux économiques. Ok, donc ici, le plus souvent, sous le coup de l'euphorie, nous savons que l'euphorie, c'est une émotion qui nous pousse à agir de manière incontrôlée. Donc, lorsque nous nous retrouvons dans un marché, nous serons tentés de nous jeter à l'eau comme ça. Et le plus souvent, l'euphorie est stimulée par l'action de masse ou l'action collective. Lorsque nous regardons, nous constatons que tout le monde se rue vers un tel investissement, ou lorsque nous constatons beaucoup de tapage autour d'un investissement, il se pourrait que nous puissions rejoindre la masse de manière irrationnelle, de manière non calculée. Et cela peut nous coûter beaucoup. Ok, s'il faut parler de l'euphorie, nous pouvons illustrer cela à travers quelques exemples. Nous pouvons d'une part prendre l'exemple des matières premières, des matières agricoles premières et des matières de consommation. Parlant des matières de consommation, étant ici au Cameroun, il y a un phénomène qui se produit le plus souvent. Si on prend l'exemple de la culture d'oignons, ici, le plus souvent, dans la culture d'oignons, nous constatons que, arrivé à un moment donné, le prix de l'oignon grimpe de manière vertigineuse, où le sac qui coûtait 8 000 à la récolte, à peut-être 5 ou 6 mois après, le sac qui coûtait 8 000 peut passer automatiquement à 120 000 francs. Et sous l'effet de l'euphorie, les cultivateurs ont tendance à attendre pour que le prix grimpe davantage. Et c'est tout le monde qui le fait. Donc, ils bloquent tous les magasins afin que le prix grimpe davantage. Et l'expérience a démontré que sous cet effet de l'euphorie, ceux qui attendent que le prix grimpe davantage, le plus souvent, le prix peut également quitter
de 120 000 francs et redescendre à 7 000 francs. Et cela lui a créé beaucoup de conséquences ici. Et ces conséquences-là ont même entraîné des cas de mort parce qu'il y a des cultivateurs, des planteurs qui ont eu même à attraper des accidents vasculo-cérébraux appelés l'AVC parce qu'ils ont mis tout leur espoir dans leur culture et sous le coup de l'euphorie, malgré que le prix était bon, comme tout le monde attendait, eux aussi ils attendaient, et à la fin, il y a eu des conséquences négatives qui ont engendré la perte de leur capital et par la suite leur mort. Et ce point nous sensibilise sur le fait que souvent sur le marché de l'investissement, lorsque nous avons un intérêt ou un bénéfice raisonnable, il faudrait que nous puissions directement passer à l'action et ne pas attendre une gourmandise et une boulimie exagérée pour tomber par la suite dans le désespoir, comme c'est le cas ici le plus souvent des gens qui font dans la culture douanion. Ok, maintenant, en plus de l'euphorie, parlant de l'impact des émotions sur la décision financière en deux, nous parlons de l'effet de la peur. En effet, mesdames, messieurs, chers participants à ce masterclass, à l'inverse de l'euphorie, notons que le plus souvent, lorsqu'il y a des moments ou des circonstances inquiétantes, des personnes ou des investisseurs ont tendance à avoir peur et avoir peur d'investir, avoir peur de s'engager. Parfois, la peur les pousse même à liquider tout ce qu'ils ont. Et à titre d'illustration, notons qu'une étude a été réalisée par l'université de Yale aux États-Unis et a montré que pendant une période de crise, 40% des investisseurs ont tendance à vendre leurs actions alors qu'elles étaient sous-évaluées. Donc lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un état d'inconfort, les gens n'ont pas tendance à être posés. C'est chacun qui se dit que et si je perdais tout ce que j'ai? Si tu as peut-être un produit ou un actif qui peut s'évaluer par exemple à 5 millions de francs CFA, comme tu as peur, tu serais tenté à le vendre même à 10 millions parce que tu te dis que comme il y a un état d'inconfort ou un état de crise, il faudrait que je vende mon produit. Et le plus souvent, lorsque la crise passe, on tombe dans le désespoir, l'anxiété et un stress excessif. Et à titre d'exemple très concret, nous pouvons rappeler ce que nous avons vécu dans les années 2019 et 2020 avec la Covid-19 qui avait menacé. Lorsque la Covid avait menacé, alors que c'était encore en Chine, en Europe et aux États-Unis, il y avait certains Africains. Et si nous prenons l'exemple du cas, par exemple, qu'on a vécu, et parce que la Covid m'avait trouvé en cette époque, en Côte d'Ivoire, il y avait des cas pareils où des maisons en plein centre-ville qui pouvaient coûter dans les 200 millions. On a vu des personnes qui les ont bradées à 50 à 30 millions parce qu'ils se disaient que peut-être la crise pouvait arriver. Et si la crise arrivait dans leur localité, comment est-ce qu'ils pouvaient faire? Okay, maintenant, ce point nous interpelle sur le fait qu'un bon entrepreneur ne doit pas agir avec l'euphorie ou avec la peur. À un moment donné, lorsque nous sommes entrepreneurs, ce qui doit gouverner même nos actions, c'est la raison. Parce que lorsque nous sommes sous le coup de l'émotion, il se pourrait que nous bazardons tout ce que nous avons, parce que nous avons peur, parce que nous craignons quelque chose. Mais si nous agissons avec la raison, si nous agissons avec des calculs très précis, comme nous allons le voir au niveau des stratégies, nous allons constater que tout ce que nous ferons va évoluer de manière normale. Prenez un peu l'exemple des plus grands, des hommes les plus riches au monde. Si vous prenez l'exemple de Elon Musk, l'exemple de Carlos Slim, l'exemple de Mark Zuckerberg, vous allez constater que les crises peuvent arriver, mais ils restent campés sur leur position. Est-ce qu'on a déjà entendu que Elon Musk ou bien Mark Zuckerberg a voulu vendre peut-être Tesla pour Elon Musk et Facebook pour Zuckerberg parce qu'il y a la Covid ou bien parce qu'il y a une crise particulière? Donc lorsque nous sommes entrepreneurs, nous devrions comprendre que il est
est interdit de pleurer, il est interdit d'agir avec les émotions. Nous devrions plutôt agir avec la raison. Ok, maintenant, étant donné que nous avons déjà relevé les biais cognitifs et l'impact des émotions sur la prise de décision financière, la question que nous allons nous poser pour sortir de ce masterclass est celle de savoir que faire donc face à ces deux extrêmes que nous avons relevés. D'une part, le mental ou les biais cognitifs, d'autre part, les émotions qui peuvent entraver une prise de décision éclairée. Comment pouvons-nous faire en tant qu'entrepreneurs? Et la réponse à ce questionnement nous mène au troisième point de notre masterclass, le grand 3 qui porte sur les stratégies pour améliorer la prise de décision financière. Okay, mesdames, messieurs, pour contrer ces biais cognitifs et influences émotionnelles, plusieurs stratégies peuvent être mises en place par chaque entrepreneur afin de mieux réussir dans ses activités. Et pour le cas de ce masterclass, nous allons essayer de nous résumer en 4 grands sous-points. Nous allons donner 4 stratégies pratiques qui peuvent nous motiver et qui peuvent nous aider à contrecarrer les biais cognitifs et les émotions pour prendre des décisions financières très éclairées. Ok, la première stratégie que nous recommandons dans cette masterclass est l'éducation financière. Mesdames, Messieurs, comprendre les principes fondamentaux de l'économie et de la finance peut aider à réduire l'impact des biais cognitifs. Des programmes éducatifs ciblés peuvent améliorer significativement la prise de décisions financières chez les entrepreneurs. Et il faut dire que l'éducation financière, c'est tout un domaine. Et il y a beaucoup de théories, de principes, de méthodes, de stratégies, de styles, d'approches d'éducation financière qui peuvent nous aider. Et vous allez voir, ces stratégies-là peuvent être dans le domaine de la science, ça peut être dans le domaine de la religion, dans le domaine de la culture. Donc, ce sont des domaines tellement variés. Il y a beaucoup d'outils d'éducation financière qui peuvent nous aider à avoir une tête haute et à mieux gérer les finances. Et pour le cas de cette partie, pour être davantage précis, je vais prendre l'exemple d'une seule méthode d'éducation financière le plus souvent appliquée chez les chrétiens. Je sais que nous sommes de diverses religions, mais comme nous parlons de stratégie, j'ai voulu juste prendre cet élément-là pour mieux illustrer ce que je dis. Ok, maintenant chez les chrétiens, un auteur du nom de Ivan Castano a développé ce qu'il a appelé le principe des 5 vases. Et ça a été repris par beaucoup de prédicateurs tels que les Karambiri et autres. Ok, maintenant, Castano nous dit que si nous voulons réussir dans le domaine des finances, il nous préconise une éducation financière basée sur 5 vases. Ok, maintenant le premier, il dit qu'en tant que chrétien, puisque son principe est basé sur la Bible, et maintenant quand nous entrons dans le Coran et dans les autres religions, ça peut aussi varier. Ok, pour lui, les 5 vases, lorsque nous avons un revenu, ça peut être un revenu mensuel, un revenu journalier ou un revenu annuel, il faudrait que nous puissions subdiviser nos revenus en 5 vases ou bien en 5 lots. Dans le premier lot, nous mettons d'abord les dîmes, parce que chez les chrétiens, lorsque nous réussissons dans la vie, lorsque nous engrangeons des revenus, pour les chrétiens, tout ce que nous recevons vient de Dieu. Et lorsque nous recevons, nous devrions enlever le 10% de ce qu'on reçoit comme revenu pour le donner à Dieu. C'est ce qu'on appelle la dîme. Okay, maintenant, dans les autres religions, ça peut aussi varier. Ok, maintenant, l'auteur continue au niveau de la deuxième vase. Il dit que lorsque nous avons déjà enlevé le 10% de nos revenus, après cela, il faudrait que nous enlevions également l'offrande. L'offrande, ça, c'est un don volontaire que nous faisons à Dieu. Et cette offrande-là ne se limite pas seulement à ce qu'on donne à Dieu, mais ça peut également représenter tout ce que nous dépensons pour aider nos prochains, tout ce que nous dépensons pour faire du bien.
Ok, maintenant, après avoir enlevé la dîme et les offrandes, l'auteur, en troisième vase, nous demande d'enlever tout ce qui est dépenses courantes. Dans le deuxième poste de dépenses, c'est les dépenses courantes. Dans les dépenses courantes, on peut mettre le loyer, l'électricité, l'alimentation, tout ça. Ok, maintenant, après avoir enlevé le loyer et l'alimentation, en quatrième position, il faudra également penser à l'investissement. Ça, c'est le quatrième vase. Okay, maintenant, dans le quatrième vase, le plus souvent, lorsque nous avons des revenus, il faudrait que nous pensions au futur. Parce que si j'ai par exemple 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'ai encore la force de travailler. Mais maintenant, est-ce que lorsque j'aurai 60 ans, 70 ans, j'aurai encore la même force? Il faudrait que pendant que j'ai la force, j'investis afin que le jour où je n'aurai plus la force, je puisse jouir de ce que j'ai eu à investir lorsque j'ai travaillé, lorsque j'étais encore actif. C'est pour ça que l'auteur Ivan Castan nous dit que lorsqu'on est encore... il a subdivisé notre existence en deux parties. La première partie, c'est lorsque nous travaillons sans manger. C'est-à-dire quand je suis encore actif, je dois faire des sacrifices. Même si je ne vis pas la vie la plus luxueuse possible, mais je dois faire des sacrifices pour me construire une vie, pour investir. Okay, maintenant, la deuxième partie de la vie, c'est lorsque je mange sans travailler. Parce que lorsque nous sommes déjà fatigués, il ne faudrait pas que nous soyons ces gens-là qui, lorsque nous sommes arrivés dans la vieillesse, tellement que nous sommes dépravés, tellement que nous sommes démunis, que nous partions quémander. Il faudrait que lorsque nous sommes dans la vieillesse, que ce que nous avons eu à travailler pendant la jeunesse puisse nous entretenir. Ça, c'était juste une petite parenthèse par rapport à l'investissement qui est le quatrième vase. Okay, maintenant, le cinquième vase porte sur l'épargne. Et l'auteur, concernant l'éducation financière, nous dit que on peut avoir tous les autres postes de dépenses des quatre que nous avons cités, mais il faudrait que nous mettions également de côté une petite partie pour l'épargne. Parce que notre vie, nous n'avons pas un contrôle strict de tout ce qui se passe dans notre vie. Et il faudrait que nous mettions un peu d'argent à côté pour, comme disent les Africains, on ne sait jamais. Parce qu'à tout moment, je peux être en train de travailler qui est un cas de maladie. Je peux être en train de travailler un cas de deuil. Et le plus souvent, ce n'est pas évident de trouver de l'argent de manière automatique pour satisfaire à ces petits besoins. Donc, il faudrait que j'ai de côté un petit montant pour l'épargne. Donc, maintenant, pour nous résumer sur ce premier point dans les stratégies, concernant l'éducation financière, nous avons dit que dans l'éducation financière, il faudra apprendre des stratégies pratiques pour mieux gérer de l'argent et être au-dessus de l'argent, faire de l'argent un serviteur et non un maître. Et pour cela, nous nous sommes appesantis sur les écrits de Ivan Castan dans son célèbre ouvrage intitulé « Maintenant ça suffit, il faut que ça change ». Il a proféré les stratégies d'éducation financière basées sur le principe des 5 vases. Et dans ces 5 vases, il a parlé de la dîme, de l'offrande, des dépenses courantes, de l'investissement et de l'épargne. Ok, maintenant, le deuxième sous-point concernant l'éducation et les stratégies pour améliorer la prise de décision financière, nous parlons de la prise de décision collaborative. Ça, c'est le deuxième point. Ok, maintenant, dans la prise de décision collaborative, mesdames, messieurs, il est nécessaire d'encourager une culture où plusieurs parties prenantes participent aux prises de décisions financières, et apporter les différentes perspectives afin de réduire les risques liés aux biais individuels. Et parlant de la prise de décision collaborative, lorsque nous voulons nous lancer dans un investissement, le plus souvent, surtout dans le contexte africain, on a tendance à cacher ce que nous voulons faire. Mais dans la deuxième stratégie, on nous encourage à opter pour une prise de décision collaborative. Donc si je veux me lancer dans un projet, je peux ne pas dire de manière claire à quelqu'un que voilà ce dans quoi je veux faire. Mais si je constate qu'il y a quelqu'un qui a une expertise dans tel domaine, je peux lui dire, même si ce n'est pas de manière très, très explicite,
lui dire ce que je veux faire. Genre lui dire que bon, si on veut par exemple se lancer dans tel domaine et que je veux par exemple et que quelqu'un veut injecter tel capital, quels peuvent être les risques ou les bénéfices qu'on peut engranger. Vous allez donc vous rendre compte que une personne ayant déjà réussi a des expériences plus appuyées pour vous encourager dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Mais le plus souvent, surtout chez les Africains, lorsqu'on a un truc, on a tendance à vouloir le cacher. Et c'est lorsque ça se gâte qu'on part vers les autres pour pleurer. Donc la prise de décision collaborative nous aide à mieux apprendre auprès de ceux qui ont déjà réussi. C'est pour cela qu'on dit le plus souvent en psychologie que nous sommes la somme des 3 personnes que nous fréquentons le plus. Donc si nous sommes entrepreneurs, il faudrait que de manière logique, que nous fréquentions ceux qui ont déjà excellé dans l'entrepreneuriat. Et lorsque nous les fréquentons, nous allons apprendre de leurs erreurs et de leurs réussites. Et cela pourra très facilement nous aider à mieux réussir. Et un proverbe africain dit le plus souvent, quand on a envie de prendre une décision, un proverbe africain dit que la nuit porte conseil. Donc le plus souvent, quand on veut se lancer dans quelque chose, bien quand on veut convenir d'une entente ou bien d'un business avec quelqu'un, dans la pédagogie de l'arbre à parables, on dit à la personne que bon, je vais d'abord réfléchir parce que la nuit porte conseil. Et lorsqu'on parle de la nuit porte conseil, ce n'est pas qu'on va aller se coucher et la nuit va nous conseiller. Non. Parce que dans la nuit, ou bien dans le crépuscule, nous avons la possibilité de consulter des personnes qui peuvent nous donner des avis éclairés sur la question dans laquelle nous voulons nous engager. Donc la prise de décision collaborative nous encourage à nous ouvrir aux autres. Pas pour leur dire de manière totale ce que nous avons à faire, mais pour récolter des informations et des conseils pouvant nous aider dans le domaine dans lequel nous voulons nous lancer. Ok, maintenant la 3e stratégie importante que l'entrepreneur peut développer, c'est l'utilisation d'outils analytiques. En effet, mesdames, messieurs, l'utilisation d'outils analytiques pour évaluer objectivement les opportunités d'investissement peut aider à minimiser l'influence des émotions. Par exemple, des modèles financiers basés sur des données historiques plutôt que sur l'intuition personnelle peuvent grandement nous aider. Ok, maintenant pour parler de manière très très concrète sur l'utilisation d'outils analytiques, ici, nous pouvons par exemple, si nous voulons nous lancer dans un domaine, essayer de consulter tous les outils ou tous les documents qui peuvent nous renseigner sur comment fonctionne le domaine de manière concrète. Si je veux par exemple me lancer dans le domaine des denrées alimentaires, genre je veux par exemple stocker les céréales, l'arachide, je veux peut-être me lancer dans les oignons comme je l'avais dit tout à l'heure. Si je veux me lancer dans le domaine, je ne dois pas me fier à mon intuition, dire que bon, je sens que ça c'est un truc qui va donner. Je ne dois pas tenir ce genre de raisonnement. En tant qu'investisseur, je dois essayer de faire un feedback sur l'historique du domaine. Si c'est par exemple le domaine des denrées alimentaires, par exemple les céréales, je dois me rapprocher des différents acteurs du maillon de la chaîne, partant des planteurs, ou des planteurs, les grossistes aux revendeurs, pour voir genre, si nous sommes à la période de la récolte, le céréal là coûte combien. Ok, maintenant si je veux conserver le céréal là pendant 6 ou 7 mois pour le revendre après, peut-être pendant le mois d'août, ça peut coûter combien. Donc j'essaie un peu de revoir l'historique. Parce qu'il se pourrait que j'achète un céréal dont le sac coûte 10 000 francs. Maintenant, après peut-être 7 mois, après avoir engrangé les dépenses dans le stockage et autres, après 7 mois, le céréal coûte 5 000 francs. Est-ce que c'est une affaire qui pourrait m'arranger? Je pense que non. Mais maintenant, si on me dit par exemple d'habitude, lorsque tu achètes au mois de septembre à 10 000, au mois d'août, tu peux revendre ça à 100 000. Là, je sais que c'est déjà une affaire qui peut m'arranger. Même comme l'entrepreneuriat comporte beaucoup de risques, le fait d'avoir cette information-là pourrait au moins me protéger de tomber dans des différentes dérives. Donc, il faudra vraiment maximiser dans l'utilisation d'outils analytiques. Et ces outils analytiques-là peuvent véritablement nous encourager à minimiser les risques et à optimiser les profits. Ok, maintenant parlant de stratégie, nous empruntons le dernier point, c'est-à-dire le 4e,
intitulé « La réflexion critique et l'auto-évaluation ». Ça, c'est l'un des points qui manque vraiment aux entrepreneurs de nos jours. Et pour cela, les entrepreneurs devraient régulièrement réfléchir sur leur propre processus décisionnel et chercher activement à identifier leurs propres biais, c'est-à-dire leurs propres dysfonctionnements mentaux. Ok. Maintenant, le plus souvent, par rapport à la réflexion critique et à l'auto-évaluation, les entrepreneurs ont tendance, lorsqu'ils sont dans une position de réussite, à s'auto-glorifier. Donc, lorsque je me suis lancé dans un domaine, quand je me rends compte que ça a marché, je dis que non, ça c'est moi. C'est grâce à mes compétences, c'est grâce à mes relations, c'est grâce. Mais lorsque on tombe dans une situation où on a investi et que ça n'a pas marché, on a tendance à accuser les autres. On va dire que non, c'est les employés qui n'ont pas bien fait leur travail. Que non, c'est le bailleur qui m'a fait ceci, ainsi de suite. Ou bien c'est la conjoncture économique qui a entraîné les pertes. On ne prend pas le temps de se remettre en question et d'évaluer de manière critique soi-même. Maintenant, si nous voulons nous engager dans un domaine, il est important à partir de désormais que nous puissions faire une réflexion critique et une auto-évaluation. Je veux par exemple me lancer dans un domaine, l'immobilier. Je veux me lancer dans un domaine comme la production des eaux minérales. Je veux me lancer dans un domaine, la mécanique. Il faudrait que je m'asseye d'abord. Je me dis quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Parce que le plus souvent, nous, on part simplement vers les forces, on met beaucoup d'argent. Et c'est après avoir investi qu'on se rend compte que nous avons des faiblesses qu'on ne veut pas le plus souvent accepter. Il faudrait, de manière naturelle, que nous puissions identifier nos forces et nos faiblesses, que nous cessions d'accuser les autres. Parce que lorsque nous sommes entrepreneurs, nous devions avoir un mental d'acier et tout encaisser. Et lorsque nous savons que nous avons fait notre évaluation, parce que personne ne nous maîtrise mieux que nous-mêmes. Donc si je sais que j'ai fait mon évaluation et que mon défaut c'est peut-être l'impatience, il faudrait que je travaille sur ce côté-là afin que je puisse être plus patient. Si je sais que mon défaut c'est que je dépense sans compter, il faudrait que je travaille sur cette question avant de m'engager. Donc ayant mobilisé toutes ces stratégies, nous pensons que l'éducation financière basée sur une réflexion critique et l'auto-évaluation pourra énormément nous aider. Mesdames, Messieurs, nous sommes ainsi arrivés au terme de notre masterclass portant sur le sujet la psychologie de la prise des décisions financières. Et si vous avez tout oublié de tout ce que nous venons de présenter, retenez au moins ces trois choses. Okay. Dans un premier temps, lorsque nous voulons nous engager dans le domaine des finances, le côté mental est indispensable. Et il faudra relever dans un premier temps qu'il y a des biais cognitifs, c'est-à-dire des dysfonctionnements mentaux qui peuvent entraver notre prise de décision dans le domaine des finances. Et parlant de ce premier point-là, parlant des dysfonctionnements mentaux, nous avions ici dit que le plus souvent, le fait d'avoir davantage confiance à ses compétences, le fait de se baser sur ce que les autres pensent ou bien sur l'effet de masse peut nous amener à prendre des mauvaises décisions sur le plan financier. Okay, maintenant, en grand 2, nous avons également dit que dans le processus de prise de décision financière, l'un des éléments qui impacte le plus, sont les émotions. Et dans les émotions, nous avons ressorti deux éléments, à savoir d'une part l'euphorie, c'est-à-dire l'effet de masse, et d'autre part la peur qui peut nous décourager à prendre une décision financière rationnelle et éclairée. Ok, maintenant en grand 3, le dernier point que nous avons vu, ce sont les différentes stratégies pour améliorer la prise de décision financière. Et parmi les différentes stratégies, nous avons vu l'éducation financière, la prise de décision collaborative, l'usage des outils analytiques et enfin la réflexion critique et auto-évaluation. Donc, mesdames, messieurs, de manière générale, nous devions comprendre que si nous voulons nous lancer dans le domaine entrepreneurial, le mental a un côté très fort, l'émotionnel a un côté très fort. Nous devrions d'abord travailler sur notre mental et nos émotions afin de dompter le monde des affaires, afin de minimiser les risques lorsque nous entreprenons. Mesdames, Messieurs, chers participants à ce masterclass, voilà présenté de manière succincte
et lapidaire l'exposé que j'avais à vous faire sur la thématique intitulée la psychologie de la prise de décision financière. Je vous remercie pour votre bien aimable attention et je remets la parole à M. Bright pour la coordination. Merci, M. Aquilas. Merci beaucoup. Le briefing est ainsi déjà fait. Je me joins aux participants pour vous dire infiniment merci pour cette intervention riche et éclairante. Vous avez su mettre en lumière les aspects essentiels de la psychologie de la prise de décision financière, en explorant aussi bien les influences émotionnelles et cognitives que les implications pratiques de cette dynamique dans nos choix quotidiens. Votre analyse approfondie nous offre des perspectives précieuses et des outils concrets pour mieux comprendre nos comportements financiers. Encore une fois, merci. Chers participants, mesdames et messieurs, nous entrons à présent dans la phase d'échange. Et c'est le moment de partager vos questions, que ce soit pour approfondir certains aspects ou pour clarifier des points évoqués par vos intervenants. N'hésitez pas à intervenir. La parole est à vous, chers participants. Vous n'avez jusqu'à lever la main ou écrire dans le chat vos questions. Et vite fait, M. Aquilas serait très heureux de répondre. Oui, Mardia, je crois que vous avez une question. Vous pouvez. Oui, bonsoir à tous. Merci à M. Aquilas pour cet échange. Vraiment, c'est très enrichissant. Je voulais lui demander, au niveau des émotions, il a parlé en haut de la peur du risque. J'aimerais savoir, au-delà de la peur, comment est-ce qu'on fait pour savoir si vraiment je ne sais pas comment je vais expliquer ça, si ce projet-là ne va pas marcher, au fait, comment on arrive à écarter la peur et voir vraiment la perte que le projet va nous amener. Je ne sais pas si j'ai été un peu claire dans ma question. Oui, je reformule la question. Monsieur Aquilas, Mardi a demandé à savoir, parfois on a tendance à avoir peur, le fait de commencer un nouveau projet. Pire encore, si on ne l'a jamais fait, on a tendance à avoir peur. Mais comment savoir si ce projet sera riche, non seulement, mais aura un grand succès? C'est la question, c'est ça? Mardia. Ok, Monsieur Aquilas, vous avez la parole. Oui, c'est un peu ça. D'accord, merci. Monsieur Aquilas, vous avez la parole. Ok. Merci à Madame Mardia pour la question qu'elle pose. Elle nous demande, au-delà des émotions, au-delà de la peur, est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Oui. 5 sur 5. Allô? 5 sur 5. Allô? Oui, on vous reçoit. Ok. Maintenant, il pose la question de savoir comment comprendre que tel projet ne peut pas marcher. Ok, déjà, pour répondre à sa question, de manière simple, il faudra dire que, comme nous sommes en train de relever les différents facteurs qui peuvent minimiser le risque et favoriser la réussite dans les investissements en tant qu'entrepreneur, bon, nous ne pouvons pas donner de manière secrète toutes les mesures qui peuvent dégager les risques de perte. Mais nous devrions davantage rester sur l'aspect scientifique et pratique. Ok, maintenant pour répondre à sa question, je vais d'abord revenir sur un aspect qui me paraît important. Ok, déjà il faut dire que dans le processus de prise de décision, notre cerveau est subdivisé en deux hémisphères. Nous avons l'hémisphère gauche, responsable
des habiletés des habiletés littéraires, non, telles que le raisonnement, le langage et autres, et l'hémisphère droite responsable des habiletés telles que la logique mathématique et autres. Maintenant, au-delà de ces deux hémisphères, il y a des parties du cerveau responsables de chaque compétence que nous développons. Par exemple, si nous prenons l'illustration du système limbique, le système limbique, c'est une partie du cerveau qui est un peu complexe parce qu'elle est à la fois responsable du raisonnement, des émotions et de la prise de décision. Maintenant, c'est sur cela que parfois les arnaqueurs travaillent parce qu'ils savent que s'ils mettent en avant les émotions, étant donné que la partie de votre cerveau qui est responsable des émotions est à la fois responsable de la prise de décision, cela peut vous embrouiller et vous amener à prendre des décisions uniquement basées sur les émotions. Donc, il était important que je rappelle cela. Maintenant, ce qui fait que, pour répondre à sa question, lorsque nous avons affaire à un projet dans lequel nous devrions nous engager, la première des choses que nous devrions faire, c'est de lire ce projet-là avec les lunettes du raisonnement et non les lunettes de l'émotion. On se comprend, n'est-ce pas? Ok, maintenant, en lisant ce projet avec les lunettes du raisonnement, il faudrait que nous soyons en mesure d'identifier d'abord les objectifs. Est-ce que les objectifs du projet-là sont clairs? Où est-ce qu'on doit quitter? Où est-ce qu'on doit arriver? Dès lors que nous remarquons que les objectifs du projet n'est pas clair, où on vous dit que bon, engagez-vous d'abord, vous allez comprendre après. Dès lors qu'on vous tient ce genre de raisonnement, cela doit d'abord ticker dans votre tête. Ok, deuxième chose, c'est par rapport aux moyens mobilisés. Bon, le plus souvent, on va vous demander de vous engager dans un investissement. On va vous dire que bon, vous allez investir telle somme. Maintenant, quand vous essayez de voir, surtout par rapport aux exemples de pyramides de Ponzi que j'ai pris, les choses qui se sont passées ici au Cameroun, là, les QNet, les Liep, Limal et autres, on te demande d'investir peut-être 10 millions dans une affaire. Mais quand tu essayes de voir même la structure qui te demande cet investissement-là, quand tu vois leur bâtiment, quand tu vois toute leur structure-là, c'est pas quelque chose de sérieux, quoi. C'est pas un truc qui peut même avoisiner les 2 millions, mais on te demande d'investir 10 millions. Mais quand tu vois leurs moyens et quand tu vois leurs ressources, ils ne ressemblent même pas à tes 10 millions que tu veux investir. C'est-à-dire leur branding même ne reflète pas les moyens que toi tu veux investir. Ça, c'est un truc qui peut également tiquer ton attention. L'autre chose encore, en troisième position, c'est les gains promis. Parce que le plus souvent, dans des affaires foireuses, les gains qu'on te promet, sont tellement séduisants au point où ça va éteindre ta capacité à raisonner. Genre, on va dire que bon, tu investis 100 000 et chaque mois, tu as 50 000. Quel est ce genre d'investissement qui peut te produire jusqu'à 50 000? C'est environ 50% de bénéfices par mois. Dans les banques aujourd'hui, quand tu mets ton argent, le taux le plus élevé, c'est dans les 3-4%. Mais un particulier vient te dire que bon, au lieu de 3-4%, moi je te propose un investissement où tu vas gagner jusqu'à 50%. Donc ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir. Donc pour me résumer, j'ai énuméré 3 éléments. Il y a d'abord les objectifs. Est-ce que les objectifs sont clairs? Les 2, les moyens et les ressources mobilisées. Quand tu essaies de voir la structure, est-ce qu'elle reflète réellement l'investissement que tu veux faire? Et enfin, les gains promis. Est-ce que ces gains-là sont vraiment rationnels? Est-ce que ces gains-là sont raisonnables? Maintenant, il y aura encore d'autres facteurs qu'on pourra analyser, comme l'environnement du business même en question. Si par exemple, je veux me lancer sur mon propre compte, je veux me lancer sur le propre compte peut-être pour ouvrir un restaurant. Est-ce que je peux ouvrir un restaurant dans le désert et que ça produise? C'est autant de questions qu'on peut se poser, mais sinon, pour le moment, on peut davantage interroger les 3 aspects qu'on vient d'énumérer, les objectifs, les ressources mobilisées et les gains promis. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire à Madame Mardia sur sa question. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Akilas. Madame Mardia, vous avez eu satisfaction? Oui, c'est bon. Merci à Monsieur Akilas. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question dans le chat.
Monsieur Hubert Soso, c'est ça? Il demandait à savoir comment le doute peut-il nous influencer dans la prise des décisions financières par rapport aux décisions collectives? Comment éviter que les biais de l'autre nous influencent négativement dans les décisions collectives? Allô? J'ai pas bien suivi la question. Ok, je reprends. Monsieur Hubert demandait à savoir, je cite, comment le doute peut-il nous influencer dans la prise des décisions financières par rapport aux décisions collectives? Par rapport aux décisions collectives, comment éviter que les biais de l'autre nous influencent négativement dans les décisions collectives? Ok, merci à M. Hubert pour sa question. Il cherche à savoir comment est-ce que le doute peut nous influencer dans la prise de décision, surtout dans le contexte collectif. Ok, sa question a été largement abordée dans le domaine de la psychologie et il y a un célèbre auteur du nom de Serge Moscovici qui en 1993 a élaboré une théorie appelée la théorie de l'influence sociale. Et dans cette théorie, il démontre que des individus ou bien un individu peut amener un groupe ou un autre individu à adhérer à ses opinions de manière subtile ou de manière forcée. Maintenant, lorsque nous renvoyons dans le cadre de l'entrepreneuriat, comment est-ce que le doute peut donc influencer nos décisions? Ok, pour répondre à sa question, nous allons nous baser sur la théorie de l'auteur, c'est-à-dire de Moscovici. Dans sa théorie de l'influence sociale, il a élaboré un triangle qu'il a appelé le triangle de l'influence sociale. Et Moscovici nous dit que pour qu'il y ait influence, c'est-à-dire l'influence d'un individu sur un autre, il faudrait qu'il y ait d'abord deux sujets au moins, c'est-à-dire deux sujets, deux personnes, qu'il appelle le S1 et le S2, qui constituent la base de la pyramide. Maintenant, cette influence-là se fait par rapport au troisième élément qu'il a convoqué. Le troisième élément, c'est le troisième élément, c'est le O, c'est-à-dire l'objet de la relation. Et pour Moscovici, l'objet de la relation, c'est le fusible de la relation. Donc, si nous doutons, ou bien si nous sommes influencés, c'est par rapport à une question ou c'est par rapport à un objet spécifique. Ok, maintenant, de manière simple, comment est-ce que l'objet ou comment est-ce que le doute peut nous amener à douter ou à remettre en question l'objet? Ok, dans un premier temps, nous pouvons douter et le doute peut nous influencer dans la prise de décision entrepreneuriale ou financière lorsque les informations ne sont pas claires. Tout à l'heure, en répondant à Mme Mardia, j'avais parlé des objectifs. Ok, du genre, si tu veux t'engager dans un domaine, normalement, il faudrait qu'on te présente ce que tu dois investir comme ressources ou comme effort d'un côté, et de l'autre côté, ce que tu peux gagner ou bien ce que tu peux engranger comme revenu. Maintenant, lorsque tu te rends compte que on te parle davantage de ce que tu peux investir, on te dit que bon, dans le projet que nous te soumettons, tu dois donner pour l'inscription 50 000, pour ci, 1 million, ainsi de suite. Mais de l'autre côté, du point de vue de ce que tu dois engranger, on ne te présente pas quelque chose de concret. Cela peut déjà t'amener à douter. Et nous savons que dans le domaine entrepreneurial, dès lors que le doute entre dans quelque chose, ça chamboule tout. Ça sape même notre engagement à nous efforcer à la réalisation du projet. Ça, c'est d'un côté. Ok, maintenant, dans un deuxième temps, le doute peut également nous amener à nous décourager dans l'engagement entrepreneurial lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a pas une sécurité autour de la protection de ce que nous devrions recevoir comme revenu. Si on prend l'exemple de ce qui est davantage en vogue de nos jours, les bitcoins, bref, les monnaies numériques, on te dit que bon,
tu mets ceci, chaque mois tu vas gagner tant. Mais maintenant, il n'y a pas une sécurité autour de l'argent que tu dois gagner. Parce que le plus souvent, le mental aime ce qui est concret. On te dit que bon, tu vas gagner telle somme chaque mois. Tu ne sais chez qui récupérer cet argent, même s'il y a problème, qui est-ce que tu dois rencontrer pour engranger le processus du contentieux. Donc, dès lors qu'il y a un problème à ces deux niveaux, au niveau des objectifs et au niveau de la sécurité de nos revenus, on pourrait davantage amplifier le doute. Et dès lors qu'il y a doute, le doute sape notre engagement, on pourra se désengager à tout moment. Et dès lors que nous sommes désengagés, peu importe les revenus ou bien peu importe les promesses entourant le projet, nous ne pourrons pas le réaliser. Voilà un peu de manière simple la question que je pouvais, la réponse que je pouvais apporter à notre ami qui vient de poser la question sur comment est-ce que le doute peut saper comment est-ce que le doute peut nous déstabiliser dans le cadre de la prise de décision financière ou entrepreneuriale. J'ai dit que d'une part, lorsque les objectifs ne sont pas clairs, cela peut nous amener à douter. D'autre part, lorsque les revenus, il n'y a pas une sécurité autour des revenus que nous devrions bénéficier, cela peut également créer un doute. Et dès lors qu'il y a un doute, le doute peut de manière automatique créer un désengagement. Et lorsque nous sommes désengagés, nous sommes enclins à abandonner facilement le projet que nous avons entrepris. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur la préoccupation de notre ami qui vient de poser sa question. Merci. Merci beaucoup, monsieur Makadi plutôt, excusez-moi. Je pense qu'il y a un de vos homonymes qui a levé la main. L'autre monsieur Makadi, pouvez-vous poser la question, s'il vous plaît? Ok, merci, désolé. J'ai pris le train en cours de route et ma question est celle de savoir, vu que vous avez déjà expliqué de façon claire ce qui est de l'acteur de s'engager dans le finance, j'aimerais savoir peut-être que en plus de faire le contraire de la chose, est-ce que vous avez d'autres éléments pour nous autres? Parce que, en ce qui concerne le crypto-monnaie et l'investissement en ligne, nous avons vu ce qui s'est passé ici au Cameroun. On en a vu son rond, il y avait FB qui est passé avec l'argent de plusieurs personnes. Déjà, je veux savoir de façon claire, donc, comment est-ce qu'on peut comprendre que telle entreprise ou alors il y a quelqu'un de façon claire, qu'est-ce qu'il faut pour s'engager dans la décision financière, à s'engager à travailler de façon, déjà contribuer de façon financière dans un contrat, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il faut de façon claire, parce qu'il a déjà parlé de compte. Maintenant, quels sont les pour? Je veux un peu savoir, voilà ma question. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Akilas, vous avez la parole. Ok, merci à mon homonyme Makadi qui a posé sa question. Qu'est-ce qu'il faut pour s'engager dans l'entrepreneuriat ou bien dans la prise de décision financière, vu qu'il y a beaucoup de biais qui nous entourent, c'est basé sur les exemples que nous avons donnés. Ok, comme il a dit qu'il a pris le train en marche, je pense qu'en prenant en témoin ceux qui étaient là dès le début des masterclass, on avait déjà parlé de cette question-là. Lorsque nous voulons nous engager dans un projet entrepreneurial ou bien dans un processus de prise de décision financière, la première des choses qui est indispensable à prendre en compte, c'est d'abord la transparence. Ok, si je veux m'engager dans un investissement, il faudrait que dès le début, que je me rassure que tout ce qui est dit ou bien tout ce qui entoure l'investissement en question est transparent.
je dois poser toutes les questions possibles. Et si je me rends compte qu'il y a certaines questions auxquelles les collecteurs de fonds ne me donnent pas de réponse satisfaisante, ça doit déjà m'amener à douter. Mais ce qui est le plus flagrant le plus souvent est que avec le biais de surconfiance qu'on a développé dans la conférence, dès lors qu'on se rend compte qu'on nous propose des revenus faramineux, on oublie tout ce qui est transparence, tout ce qui est clarté, tout ce qui est objectif pour nous jeter simplement à l'eau. Donc la première des choses, c'est d'abord ça, la transparence. Et la deuxième des choses, on a évoqué dans la conférence, c'est recourir à la prise de décision collective. Lorsque je veux faire un truc, par exemple, on me dit qu'il y a un investissement où il faut acheter des actions dans une structure comme Sandron, Cunet, Milda, Lieb, Limal et autres. Il faudrait que je consulte un peu mon entourage. Parce que vous allez vous rendre compte que le plus souvent, comme lorsqu'on constate qu'il y a un truc qui va apporter beaucoup de revenus, on cache ça aux gens pensant que le jour où on sera riche, on va montrer aux gens que non, on a réussi, parfois pour leur démontrer que nous avons la possibilité de réussir seuls. Mais lorsque nous échouons, nous tombons dans la désillusion. Or, nous nous rendons toujours compte que lorsque nous échouons, il y a quelqu'un à côté de nous qui avait l'information sur comment fonctionne le business en question où nous avons été floués. Vous voyez donc que si nous avons eu recours à la prise de décisions financières collectives, cela nous aurait évité ce genre de désastre. Donc, en clair, pour ne pas aller de long en large, dans un premier temps, il faudrait qu'il y ait la clarté dans ce qu'on nous propose. Il faut que ça soit raisonnable. Et dans un deuxième temps, il faudrait que ce qui nous est proposé soit soumis à l'épreuve de la prise de décision collective. Donc, essayons un peu de consulter les gens autour de nous. Essayons un peu de taper même sur Internet. Parce que le plus souvent, quand on dit que bon, il y a une entreprise qui s'appelle Sondron, le plus souvent, quand on tape sur Internet, on ne trouve même rien. Donc, essayons de faire des recherches, essayons de nous renseigner autour de nous. Nous aurons des informations qui pourront davantage nous éclairer afin d'éviter de tomber dans le piège des arnaqueurs. Voilà ce que je pouvais dire à mon homonyme Makadji par rapport à sa préoccupation. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Votre homonyme, Monsieur Makadji, l'autre Monsieur Makadji, j'espère que vous avez eu satisfaction. Ok, nous laissons la place à d'autres participants de poser des questions. S'il y a toujours des zones membres, vous pouvez quand même poser des questions. Dans le chat, de même qu'en direct en même temps. Oui, Monsieur Makadji, vous avez encore levé la main. Ouais. Vous pouvez aller. Ok, merci. En fait, c'est que je voulais juste dire merci à mon homonyme Makadji, mais j'aimerais savoir, parce que dans l'investissement sans rhum et autres là, il y avait eu des personnes qui ont eu de l'argent en fait. C'est que les gens ont eu à investir et ils ont eu des gains, ils ont eu à bénéficier beaucoup de choses dans cet investissement. Mais le problème, c'est, j'aimerais savoir, parce que dans ça, ils font de la psychologie pour amener les gens à comprendre ou alors à investir avant d'arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas une façon, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les mots appropriés, mais est-ce qu'il n'y a pas une approche qui permet à jouer aussi sur leur psychologie? Excusez-moi si je ne dis pas des choses telles quelles, mais je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Ok, d'accord. Monsieur Akilas, vous pouvez répondre. Donc, sa question est très sérieuse, mais ça prête un peu à sourire. Donc, ils demandent, comme eux, ils veulent jouer sur notre psychologie pour nous arnaquer, comment faire pour jouer en retour sur leur psychologie pour contrecarrer leur arnaque. Je pense que c'est ça, si j'ai bien compris sa question. Oui, c'est ça. Ok, c'est simple. Pour pouvoir, puisque eux,
il utilise la manipulation pour nous extorquer de l'argent. Et cette manipulation-là, comme on l'a dit, est basée sur la promesse des gains faramineux. Ok, maintenant, étant donné que eux, ils utilisent de la manipulation, la première arme que nous pouvons utiliser pour contrecarrer cette manipulation-là, c'est rechercher d'abord l'information. Et vous savez que ces différentes structures que vous avez énumérées là, que ce soit Milda, Lieb Limal, CUNET, ce sont des entreprises fictives qui font dans ce que les Italiens appellent la pyramide de Ponzi. C'est-à-dire, dans la pyramide de Ponzi, comment ça fonctionne? Une personne peut investir de l'argent, il investit par exemple 10 000 francs CFA, c'est un exemple que je prends. Lorsqu'il investit 10 000 francs CFA, on lui dit que bon, après un mois, tu vas percevoir 5 000 francs d'intérêt. Mais maintenant, entre-temps, comme tu es déjà un investisseur, il faudra amener d'autres personnes. À chaque fois que tu amènes une personne, au lieu de percevoir peut-être 5 000, on va t'ajouter 1 000 francs de plus. Maintenant, lui, il va amener des personnes. Il peut amener peut-être 10 personnes. Ça fera, en plus de ce que lui il a cotisé, ça fera peut-être un truc comme 110 000 francs. Maintenant, le mois, on peut même lui donner 7 000 de bénéfices. Lui, il va penser que c'est un argent qu'il a engrangé. Or, c'est dans son argent qu'on puise pour lui donner simplement. Et maintenant, lorsqu'on puise dans son argent pour lui donner, eux, on va se rendre compte que, arrivé à un moment où ces fraudeurs-là cumulent beaucoup d'argent, lorsqu'ils savent peut-être qu'ils ont atteint une certaine somme qu'ils recherchaient, la plateforme ne va plus te permettre de décharger de l'argent, puisque généralement ce sont les plateformes en ligne qu'ils utilisent, notamment par rapport à sa question. Donc genre, tu vas voir que dans ton compte numérique, l'argent est en train de compter, mais lorsque tu veux décharger de l'argent, ça ne donne plus. Et lorsque nous sommes confrontés à ce genre de cas, comme je l'avais dit tantôt, il n'y a pas une sécurité par rapport à notre argent qu'on a mis dans leur compte. Parce que comme c'est un truc qui est en ligne, le plus souvent, ces gens-là ne sont même pas dans le même pays où tu es. Tu vas porter plainte à qui? Quand tu vas même demander peut-être qu'on ferme la plateforme, même si on ferme la plateforme, ça ne va pas te ramener ton argent. Donc la première arme pour contrecarrer toute manipulation, c'est de chercher à connaître l'information. C'est de chercher à comprendre d'abord. Lorsqu'on a déjà compris comment ça marche, même si on nous dit n'importe quoi, par exemple, maintenant dans nos pages et dans nos comptes WhatsApp et Facebook, là, vous allez voir certaines publications, par exemple sur Facebook, vous allez voir les publications de certains marabouts, on va te dire que bon, si tu veux gagner 1 milliard, contacte-moi, il y a les porte-monnaies magiques, ainsi de suite. Mais comme nous avons l'information, parfois on signale simplement la page, on passe. Mais si nous n'avons pas eu l'information, avec ces moments de galère, on te promet 1 milliard à travers un porte-monnaie magique, on te dit que tu donnes seulement peut-être 5 000, tu vas bénéficier d'1 milliard. Si tu n'as pas eu l'information, tu peux facilement tomber dans leur piège. Donc la première arme que nous pouvons utiliser pour contrecarrer tout cela, c'est d'abord avoir l'information. Lorsque nous avons l'information, nous lisons tout avec les lunettes de la raison et non les lunettes de l'émotion. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter à mon très cher homonyme, M. Makadji, pour ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, chers participants, vous pouvez quand même poser. Nous sommes presque à la fin, il nous reste 15 minutes maximum. Merci, M. Akilas, pour votre intervention tout de suite. C'est vraiment très détaillé et très clair. Merci une fois encore. Monsieur l'autre homonyme, j'espère que vous avez eu satisfaction. Ben si, je suis vraiment satisfait de tout ce qu'il a dit. C'est vraiment ce que je recherchais depuis. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ok. Ok, il y a dans le chat monsieur Neftali ou Madame Neftali qui remercie Monsieur Makadji. Monsieur Makadji, on vous remercie pour le partage et que c'était vraiment très 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 riche et édifiant. Donc j'ose croire que ok, il y a Madame Martine qui a
Il y a Madame Martine qui a levé la main. Madame Martine, vous poser une question. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, ma question, c'est de savoir en fait si comment travailler ses émotions pour pouvoir voilà être pour pouvoir avoir aussi un mental d'acier et puis pour ne pas être trop émotif et avant de rentrer dans l'entrepreneuriat. D'accord. C'est une question un peu personnelle. Ok, d'accord. On la retient. On va en même temps recevoir aussi la question de Ismaël Sanka, s'il vous plaît. Monsieur ou Madame Ismaël. Monsieur Ismaël, vous avez une question? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question est ici. Je veux savoir à propos des années. Quand vous parlez de coup de taureau, cette information a été bien vérifiée. S'il vous plaît, monsieur, on a du mal à vous saisir. Ok, je veux savoir comment doit-on maintenant combattre cette philo, parce que des gens qui donnent des vraies informations, ils passent par nos camarades et ils sont lancés et ils gagnent beaucoup d'argent. C'est la finalité là qu'on ne s'attend à rien. Je ne sais pas quel était alors le problème, parce que même sur le réseau, tu te connectes, tu mènes une recherche sur ton nom, on te donne des vraies informations. Aucune information comme arnaque. Et je ne sais pas, ils font comment pour pirater le compte Google entre l'autre email, je ne sais pas. Je voudrais savoir d'abord de quelle façon ils sont passés. Ma question est ici. Ok, d'accord. Je n'ai pas compris grand-chose, mais j'ose croire que vous êtes en train de dire comment les arnaqueurs et tout, comment ils font pour soutirer de l'information, c'est ça? Oui, oui. Ok, d'accord. Alors, on va répondre à la question de Madame Marty en premier, qui demandait à savoir comment développer un mental d'acier avant de s'y mettre à entreprendre. Monsieur Akilas, vous avez la parole. Ok, merci. Je vais à nouveau répondre à la question de Madame Komlan Martin et de Monsieur Sakan Ismaël. Ok, je commence d'abord par une question de Komlan Martin, qui nous suit depuis la Belgique. Ok, pour répondre à cette question, comment faire pour développer ses émotions afin d'entrer dans le business? C'est simple. La première chose qu'il faut d'abord, afin d'avoir un mental d'acier propice au business, c'est de mettre même de côté ses émotions et de mettre en avant la raison. Donc, genre, lorsque je suis un entrepreneur, il faudrait que je sache que c'est un argent que j'ai investi. Et l'argent que j'ai investi, comme disent les Chinois, toute richesse a à la base la souffrance. C'est-à-dire, lorsque tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui est riche, la base de la richesse, c'est la souffrance. Parce que tu vas te rendre compte que soit c'est la personne lui-même qui a souffert pour avoir cet argent, soit c'est ses parents qui ont souffert pour avoir cet argent, soit c'est l'un de ses enfants qui a souffert pour avoir cet argent. Bref, la richesse est associée à la souffrance. Et même dans la Bible, notamment dans le jardin d'Éden, Dieu lui-même avait dit cela. Donc tu mangeras la sueur de ton front. Donc maintenant, si on parle du paradigme et du principe selon lequel l'argent que j'ai, c'est ma souffrance qui me l'a donné. Et maintenant, cet argent-là, je vais l'investir afin de gagner un profit. Et nous savons que la souffrance peut nous amener à nous départir de nos émotions. Maintenant, dès lors que nous parvenons à nous départir de nos émotions, si j'ai un objectif, on ne dit pas qu'on sera sans cœur, mais ce qui doit être primordial, c'est l'atteinte de mes objectifs. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous voulons même nous engager dans une activité entrepreneuriale, il faudrait que nous diminuions tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est filial autour de nous. Et je peux prendre des exemples concrets. Si j'ai par exemple à investir quelque chose, si je sais que j'ai par exemple un frère qui, du point de vue business,
me comprend, qui du point de vue du business s'en sort, je n'aurai pas de difficulté à le mettre dans l'affaire que je veux conduire. Mais si je me rends compte que l'entourage que j'ai autour de moi, ça peut être les amis, ça peut être la famille, si je me rends compte que ce sont des personnes qui veulent simplement abuser de moi, du genre, si je leur confie quelque chose, ils ne pourront pas le faire à la hauteur de ce que j'attends. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est très exigeant. Donc, si je constate que je vis dans un tel type d'environnement, je dois simplement mettre de côté tout ce qui est famille, tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment pour privilégier l'évolution de mes affaires. Parce que si je suis considéré dans ma famille, à un moment donné, c'est aussi parce que je prospère. Maintenant, si je mets en avant ces liens filiaux, sans toutefois m'appesantir sur la réussite du projet entrepreneurial, je serais en train de causer 3 torts parce que ça ne m'aide pas moi-même, ça n'aide pas la personne de ma famille ou bien mon ami que j'ai engagé parce qu'il va venir dilapider et partir. Et en 3e position, ça gâche aussi l'opportunité à une personne extérieure qui aurait pu mieux faire. Donc si nous voulons réellement nous engager dans le monde entrepreneurial, la première des choses à faire, c'est d'abord de mettre tout ce qui est émotion, tout ce qui est cœur de côté et d'insister sur l'atteinte des objectifs. Parce que si nous mettons le cœur et autres, il se pourrait que nous arrivons à un niveau où, du genre, parce que c'est ma soeur, comme il a fait telle erreur, je laisse. Parce que c'est mon frère ou parce que c'est mon ami, comme il a fait telle erreur dans mon projet, je laisse. Et la petite erreur qu'une personne proche de toi pourrait faire dans ton projet pourrait ruiner toute ton entreprise. Donc il faudra que nous soyons véritablement très très regardants sur cette question. Ok, maintenant, une fois que nous avons mis le cœur de côté, la première stratégie que nous pouvons développer pour dompter nos émotions afin de réussir dans l'entrepreneuriat ou bien dans le processus de prise de décision financière, c'est d'avoir un cerveau orienté solution. Donc, il ne faut pas qu'on voie le problème partout. Parce que ceux qui ont les cerveaux orientés problème, ce sont ceux-là qui voient le problème partout. Ils sont là, dès qu'il y a un truc, ils sont prompts à critiquer, ils sont prompts à insulter, ils sont prompts à remettre en question. Mais nous, à chaque part, là où les gens voient l'impossibilité, ou là où les gens voient les problèmes, il faudrait que nous puissions voir plutôt les solutions. Il faudrait que nous puissions nous dire que bon, comme on dit qu'ici c'est compliqué, si on prend l'exemple de l'Afrique, pour ceux qui sont peut-être en Europe comme Martine Comlan, quand on voit l'Afrique, on a l'impression que tout est noir, tout est ci, tout est ça. Pour quelqu'un qui a un cerveau orienté solution, il va se dire que, mais tiens, comme en Afrique, on dit que les restaurants, il n'y a pas de restaurants bio. Il n'y a que peut-être les restaurants où on prépare avec des produits chimiques. Au lieu de dire que non, je ne parle plus en Afrique parce qu'on ne prépare qu'avec des produits chimiques, elle pourrait se dire par exemple que bon, moi, ayant l'expérience que j'ai, comment je peux faire pour créer par exemple un restaurant où on vend de la nourriture bio sans produits chimiques. Il faudrait que nous puissions avoir toujours un cerveau orienté solution. Lorsqu'on a un cerveau orienté solution, on n'agit pas avec les émotions. C'est lorsqu'on a plutôt un cerveau orienté problème qu'on agit davantage avec les émotions. On est toujours fâché, on est toujours frustré. Or, lorsqu'on a un cerveau orienté solution, nous sommes dans des stratégies, nous sommes dans un raisonnement, nous calculons à comment arranger les choses. Donc, pour répondre à la question de Martine Comlan, comment faire pour développer et dompter ses émotions afin de s'engager dans l'entrepreneuriat. Dans un premier temps, je lui ai dit qu'il faut mettre les émotions de côté. Il faut mettre tout ce qui est émotionnel là de côté. Donc si je dois t'engager, ce n'est pas parce que je t'aime, mais c'est plutôt parce que je sais que tu as une compétence ou une plus-value à apporter dans l'entreprise que je dirige. Et dans un deuxième temps, il faudrait que j'ai un cerveau orienté solution et non un cerveau orienté problème. Partout où les gens voient des problèmes, moi je dois chercher la solution. Moi, je dois chercher l'opportunité. Et dès lors que je suis dans la recherche de l'opportunité et de la solution, tout ce que je verrai, je ne vais pas la considérer sous le prisme de l'émotion, mais je vais plutôt le considérer sous le prisme de l'opportunité. Donc ça, c'était la réponse à la question de Mme Comlan. Ok, maintenant, pour ce qui est de la préoccupation de M. Sakan Ismaël, qui dit que comment faire pour contrecarrer
les arnaqueurs. Il a pris l'exemple de Sonron. C'est une société fictive qui récemment, ici au Cameroun, Sonron a dit qu'il fait dans le solaire. Genre, tu injectes ton argent, ils produisent des plaques solaires, ils vendent de l'électricité et chaque mois, ils te donnent un revenu. Maintenant, comment faire pour contrecarrer? On l'a déjà dit. La première des choses, c'est d'abord l'information. Par exemple, maintenant, ce qui est curieux avec les Africains et les Camerounais plus particulièrement, c'est que ces genres de sociétés fictives-là, c'est peut-être la 10e société qui arnaque les Camerounais. L'avant-dernière société, avant Sonron, c'était une société qui s'appelait Lieb Limal qui a escroqué environ 25 milliards aux Camerounais. On dit que les gens n'ont pas l'argent, mais ils investissent parce que leur slogan, le slogan de ces différentes pyramides de Ponzi, c'est que tu dors, ton argent travaille à ta place. Mais comment comprendre que tu peux donner 100 000 francs, te dire que chaque mois, tu as un bénéfice d'1 million? Et la personne qui a escroqué les 25 milliards vit actuellement en Russie. Et chaque année, tu vas entendre qu'il y a encore une autre personne qui a escroqué les Camerounais. Et lorsqu'il y a un cas d'escroquerie comme ça, les gens ne prennent pas le temps de fouiller, les gens ne prennent pas le temps d'avoir l'information pour pouvoir mieux contrecarrer. Donc maintenant, en plus de l'information, si nous voulons contrecarrer ce genre d'arnaque, il faudrait que nous nous méfions des gains faciles. On te dit que tu donnes 10 000, tu as 1 million de bénéfices. Ça, c'est quel genre de projet ça? Alors qu'au niveau de la banque, on te dit que quand tu mets même 10 000, tu as un bénéfice de 3% par mois. 3% là, c'est peut-être 300 francs par mois. Mais nous courons derrière les faramineux. Donc, pour être précis et répondre à M. Ismaël Sakan, dans un premier temps, il faut rechercher l'information et dans un deuxième temps, il faut qui est une réussite facile. Donc, voilà un peu ce que je pouvais donner comme élément de réponse à Mme Martine Comlan et à M. Ismaël Sakan. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Akilas. Merci beaucoup. Je crois que Mme Martine Comlan et M. Ismaël Sakan, ils ont une satisfaction de leurs questions. Très rapidement. M. Félix Tivet, c'est ça? Si vous avez une question, vous pouvez la poser, s'il vous plaît. M. Félix. Oui, bonsoir. Vous m'écoutez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Ok, désolé, j'ai pris le train en marche. En fait, c'est juste une contribution que je voulais ajouter à ce que vient d'évoquer M. Akilas. En fait, je voulais juste prendre un exemple parce que j'ai fait plus d'une dizaine d'années dans l'entrepreneuriat social. Et en fait, je pense que la façon dont on se projette pour réussir dépend maintenant d'une préparation en amont. Je pense que on a passé plus de 8 ans à travailler sur un projet et ce n'est qu'à la 10e ou c'est pas trop, 10e, 11e année qu'on a eu par exemple un financement par exemple. Et donc, on a connu des échecs, on s'est formé de nouveaux échecs et c'est là où on s'attendait le moins qu'on a finalement obtenu des financements et on a pu mettre des choses qui sont significatives sur le terrain. Donc, comme pour dire que l'entrepreneuriat, ça prend du temps et prendre des décisions à la hâte. Donc, si on travaille plus avec des émotions, je pense qu'on va passer carrément à côté de la plaque. Et ce qui est important, c'est de définir ce qu'on veut achever. Donc, suivre un plan au lieu de suivre ses émotions, en fait. Donc, si on a un plan bien défini, on aura des stratégies pour les atteindre. Tandis que si on compte sur... en fait, si on se base sur les émotions, ça veut dire qu'on risquerait plutôt d'être plus un rêveur que d'être un stratège, en fait. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce que vient de dire M. Akilas. Merci. Merci beaucoup. Très rendissant. Merci beaucoup, monsieur. Madame Martine, vous avez la main levée. Toujours, vous avez une question? Merci pour la réponse. C'est pas une question, bon, c'est une demande. Est-ce que Dr Makadi, tu peux me conseiller des livres sur thématique?
sur comment travailler ses émotions, quoi. Vous avez des livres à me conseiller? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Akilas. Ok, merci. Merci à Madame Komlan. Mais avant, je voudrais aussi remercier Monsieur Tivet Félix pour sa contribution. Je rappelle que Monsieur Tivet Félix nous suit depuis la Norvège. Ok, maintenant, pour ce qui est des livres, Madame Komlan fait bien de poser cette question. Parce que comme je l'avais dit à l'entame de mon intervention, je suis écrivain à la base et j'ai produit 4 ouvrages. Ok, maintenant, parmi ces 4 ouvrages, je les cite rapidement. Le premier est intitulé Programmation neurolinguistique et développement personnel. Le deuxième est intitulé Vie conjugale et développement psychologique des enfants, une analyse approfondie. Le troisième livre est intitulé Éducation inclusive, un guide complet. Et enfin, le quatrième livre est intitulé Éducation à la masculinité positive et régulation des violences basées sur le genre. Et mes livres sont publiés dans les revues et les maisons d'édition internationales telles que l'Harmattan Paris. Ok, maintenant pour répondre à sa question, le livre que j'ai eu à publier, celui qui peut davantage l'aider à mieux gérer ses émotions et à s'engager dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est le livre intitulé Programmation neurolinguistique et développement personnel. Et comme je l'ai dit à l'entame, la programmation neurolinguistique est un entraînement mental qui favorise la transformation des pensées négatives en pensées positives. Et dans ce livre, je présente des outils concrets qui peuvent aider un entrepreneur à booster son niveau de maîtrise de soi, de confiance en soi et d'estime de soi afin d'analyser le marché de l'emploi, le marché entrepreneurial de manière impartiale, de manière objective et de réussir convenablement à tout ce qu'il peut entreprendre. Donc, je vous conseille vivement ce livre et vous pourrez me contacter pour que je vous explique les modalités pour l'avoir dans n'importe quel pays où vous êtes. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire à Madame Martine pour ce qui est de sa préoccupation sur le livre que je peux lui proposer parmi ceux que j'ai déjà eu à écrire. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Akilas. Je pense que nous sommes à la fin et je tiens vraiment à remercier Monsieur Akilas pour sa brillante contribution. Grâce à ces éclairages, nous avons exploré en profondeur les mécanismes psychologiques qui influencent nos décisions financières en mettant en évidence l'impact des émotions, des biais cognitifs et des dynamiques sociales sur nos choix. Cette session nous a permis de mieux comprendre l'importance d'une approche consciente et éclairée face aux enjeux financiers, tout en dotant des pistes concrètes pour naviguer avec plus de sérénité et de lucidité dans cet univers complexe. En fait, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre attention, vos questions et votre engagement tout au long de cette session. C'est par ce type d'échange que nous avançons collectivement vers une meilleure compréhension des sujets fondamentaux. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente continuation. C'est la fin, mesdames et messieurs. Et surtout, ne doutez pas si vous voulez investir et que vous ne savez pas. Moi, je suis là, envoyez-moi de l'argent. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Merci à vous d'avoir su participer. Merci, Monsieur Akilas. Merci, Monsieur Félix Tivet. Merci, Monsieur Félix Tivet qui nous suit depuis la Norvège. Merci, Madame Martine depuis la Belgique. Merci, Monsieur Ismaël Sakan pour sa question. Merci à tous. Merci à tous. De